Je n'aurais jamais pensé que l'intégralité d'une faculté puisse se mettre au digital en 2 semaines. Bonjour Anne Michaud. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Way. Je vous remercie beaucoup d'être venu chez nous nous raconter votre aventure digitale. Et ce n'est pas rien quand on est à la barre d'un navire comme HEC, l'école des hautes études commerciales. HEC, c'est une très vieille dame, on peut le dire, qui fêtera ses 140 ans en 2021. Alors vous allez peut-être me dire, il n'y a pas d'âge pour faire la bascule digitale. Bascule digitale que vous allez me raconter parce que vous y étiez au cœur. Vous y êtes enseignante, doyenne associée et actrice importante au milieu de cette tempête quand tout a basculé avec le confinement. Est-ce que vous diriez que ça a été une aventure positive? En tout cas, elle a été pleine de bonnes surprises. Elle était très positive parce que ça nous a forcé, enfin pour moi, à remettre en question notre façon de travailler, à y réfléchir de nouveau. Et de temps en temps, dans son métier, c'est intéressant comme expérience de faire ça et de se remettre en question en se demandant qu'est-ce qu'on fait vraiment et comment est-ce qu'on peut le faire mieux. Donc là, effectivement, on le faisait mieux dans un contexte très contraignant, mais très intéressant. Alors, vous allez nous raconter justement comment vous vous êtes remis en question et comment, surtout dans un modèle de haute école comme la vôtre, et ça intéresse tous les étudiants et l'enseignement supérieur. Au moment du confinement, vous étiez en charge du pôle Education Track, qui est justement en charge des changements pédagogiques, de l'évolution de la pédagogie. Alors, tout le monde a été pris de surprise, mais est-ce que vous étiez prêt? Où en étaient les outils digitaux? Je ne pense pas qu'on puisse se dire qu'on était prêt. Ce serait probablement un peu arrogant de se dire ça vraiment. Mais en tout cas, on avait beaucoup d'atouts pour pouvoir le faire. Donc les atouts, c'était d'abord d'avoir les bons outils qui étaient déjà en place et qui étaient effectivement adoptés déjà par une partie du corps professoral. Lesquels, par exemple? Donc par exemple, l'utilisation ce qu'on appelle un LMS, c'est un Learning Management System, donc une plateforme sur laquelle on peut mettre des cours, sur laquelle on peut mettre des informations pour nos participants. Donc, ça veut dire qu'on avait déjà une forme d'interaction avec eux qui était online. Et puis ensuite, sur les cours eux-mêmes, c'est en fait des outils de ce qu'on appelle vidéo conferencing, donc tels que Zoom ou Teams, qu'on connaît tous maintenant. Voilà. Et donc, on avait déjà adopté Zoom précédemment, puisqu'on avait déjà un certain nombre de programmes sur lesquels on faisait, par exemple, des webinars d'introduction avant le programme ou des choses comme ça. Mais c'était des programmes de formation permanente, c'était pas la partie diplômante. Alors, on avait ça surtout sur, effectivement, de la formation continue, de la formation pour les cadres. Mais néanmoins, c'était quand même un petit peu utilisé en formation diplômante. Voilà. Sauf que, comme tout le monde, vous avez été pris de court le 17 mars. Alors, comment ça s'est passé concrètement? En combien de temps vous avez dû basculer? Alors en fait, c'est heureusement un petit peu avant le 17 mars, néanmoins en 2 semaines. Donc c'est-à-dire c'est très court. C'est très court, voilà, pour faire une transformation digitale totale de ces activités en 2 semaines, c'est très court. Donc comme je dis, on avait déjà l'avantage d'avoir les bons outils. Le challenge, c'était de former tout le monde sur ces outils en 2 semaines. Et quand je dis tout le monde, c'est à la fois le corps professoral et toutes les personnes en support derrière pour que on puisse tout simplement programmer tous les cours online, etc. Donc, c'est très court. La façon de le faire, c'était effectivement de mettre en place différents outils de formation. Donc, déjà, une formation écrite, donc de mettre les informations disponibles. Une formation en tutoriel vidéo, donc de faire des tutoriels vidéo pour une prise en main rapide des outils. Et ensuite, une formation avec des sessions d'interaction. Donc, formation quotidienne auxquelles les professeurs pouvaient se connecter. Est-ce que tout le monde a joué le jeu? Parce que vous dites que ça va vite. Les étudiants, ça paraît plus naturel. Les professeurs, peut-être ça a été un petit peu plus compliqué. Comment ça s'est passé? Alors en fait, les étudiants plus naturels, néanmoins, en fait, toutes les informations qu'on a mis en ligne pour les professeurs, on a fait le miroir pour les participants. C'est-à-dire que les explications à la fois écrites et vidéo tutoriels, il y avait un miroir étudiant.
Et puis, sur la partie professeur, oui, effectivement, je pense que tout le monde s'y met. Parfois, c'est un peu plus difficile pour certains que pour d'autres. Donc, tout le challenge, c'était aussi de se dire comment on fait pour mieux accompagner ceux qui n'ont pas envie de s'y mettre, puisqu'il n'y avait pas vraiment le choix de s'y mettre ou non. C'est en fait comment est-ce qu'on accompagne le mieux les personnes pour lesquelles c'est le plus difficile. C'est passé par des formations en ligne. J'ai lu qu'il y avait eu comme ça une solidarité entre les professeurs. Ça vous a surpris ? Formation en ligne, ouais. Beaucoup de solidarité entre les professeurs, donc d'échange de bonnes pratiques en fait. Et puis aussi, je pense que c'est aussi d'accompagner des personnes au moment où on le fait. Donc systématiquement, au démarrage de tous les cours, d'avoir une personne de la technique qui puisse répondre à leurs questions, les rassurer sur tout va bien sur cette session, les participants sont connectés, on vous entend bien, on vous voit bien. Tous ces éléments-là qui rassurent en fait, voire même de le faire avec eux en leur demandant de venir sur le campus et de les accompagner dans une salle de cours avec la distance nécessaire, etc. Vous parlez de ce processus d'accompagnement, mais sur le plan humain, votre expérience, ce à quoi vous avez assisté, il y a des choses qui vous ont surprise dans la capacité d'adaptation, la solidarité En fait, je pense que c'est très surprenant dans ces cas-là, c'est de voir le contraste entre une transformation qui est très lente, sans contrainte, c'est-à-dire que je n'aurais jamais pensé que l'intégralité d'une faculté puisse se mettre au digital en 2 semaines dans un mode, dans un contexte normal. Et oui. Éventuellement, là, effectivement, c'est un Big Bang qui fait que personne n'a le choix, que tout le monde est obligé de s'y mettre. Et du coup, la transformation est d'une rapidité qu'on ne peut pas soupçonner dans un monde habituel. C'est le paradoxe des temps de crise qui crée des opportunités en très peu de temps. On parle du process, des outils. Je voudrais qu'on parle du contenu, puisque vous, c'est votre sujet, la pédagogie, et que la bascule au digital, c'est pas seulement des outils, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Et là, ça change tout. Racontez-nous comment ça bouleverse le contenu pédagogique. Alors, en fait... 2 choses. Je pense qu'il y a d'une part la maîtrise des outils, comme vous le dites, et c'est nécessaire pour faire la bascule pédagogique derrière. C'est-à-dire que le fait que les professeurs maîtrisent très bien les outils, derrière, ils sont capables de trouver des applications pédagogiques intéressantes, innovantes. Ils sont capables d'être dans une dynamique de changement. Et donc ça, c'était vraiment le premier challenge, l'adoption, la compréhension technique, et derrière, comment est-ce qu'on peut changer notre pédagogie ? Parce que il faut adapter les contenus, c'est plus du tout la même chose. Voilà, en fait, on sait comment faire une classe intéressante, interactive, dynamique en amphi, et tout d'un coup, de le faire online, ça ne peut pas être avec les mêmes outils. Et donc, rien que l'organisation d'une session, on sait que la durée pendant laquelle les gens vont être concentrés ne va pas être exactement la même chose. Donc, la nécessité de trouver... des petites astuces, en fait, pour redynamiser la classe, pour garder leur attention. On change quoi ? Le nombre d'élèves, ça n'a pas changé ? Alors, le nombre d'élèves, ça n'a pas changé. Et ça, je trouve ça très important pour garder cette interaction et une proximité. Parce qu'effectivement, online, on pourrait se dire, tout d'un coup, on peut mettre autant d'étudiants qu'on veut, autant de participants qu'on veut. Je pense que c'est une erreur par rapport à la capacité à interagir avec eux réellement d'une personne à l'autre. Est-ce qu'au contraire, on scinde les groupes, avec ces outils, ils nous permettent de faire des salles de réunion, c'est hyper pratique. Est-ce que vous en avez profité, par exemple, pour faire des petits workshops, des ateliers collaboratifs ? Exactement. Donc, non seulement on fait des salles de réunion, mais beaucoup plus rapidement qu'on ne les ferait dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'en un clic, on se retrouve dans une salle de réunion. Et donc extrêmement dynamique, ce qui permet d'avoir des petites discussions de groupe et de dynamiser un cours avec ça. Derrière, les groupes peuvent revenir dans le cours et parler de ce sur quoi le groupe a travaillé et donc de leurs conclusions. Et ça permet de faire ça et d'avoir, au lieu d'interroger un étudiant en salle de cours, on peut avoir l'opinion d'un petit groupe. Le fait que l'accès à ce contenu ne soit plus seulement pendant le cours avec un discours descendant, mais finalement l'étudiant peut retrouver ce contenu quand il veut et d'où il veut. Qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est un bénéfice d'abord et qu'est-ce que ça change ?
En fait, au départ, on pensait que ce bénéfice, c'était uniquement de permettre à des participants qui étaient sur différents fuseaux horaires d'accéder à notre contenu et de permettre cette continuité pédagogique. Finalement, on s'est rendu compte dans l'usage que que ça allait bien au-delà de ça, c'est-à-dire que quand on est présent en salle de cours, il y a forcément des moments où notre attention baisse, où on n'a pas compris un élément, etc. Et le fait d'avoir des enregistrements de tous les cours permet évidemment de revenir sur ce qu'on n'a pas compris, sur ce qu'on a manqué, et donc du coup de beaucoup mieux assimiler les contenus. Et je pense que c'est une des expériences qui est enrichissante dans cette période, c'est qu'on a découvert ça et qu'on peut derrière le réutiliser. D'autant plus qu'il y a des contenus où vous vous êtes aperçu qu'on pense par exemple aux formules économiques, mathématiques, que vous utilisez beaucoup, des équations, des contenus un peu sévères et un peu secs quand ils sont à l'oral en cours magistral. Et tout d'un coup, c'est en support visuel pour les étudiants. Donc maintenant, vous jouez sur plusieurs supports, c'est important. Voilà, en fait, auparavant, on avait déjà plusieurs supports avec des visuels. On enseigne beaucoup avec des slides, on enseigne beaucoup donc avec des différents supports. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y revenir. Et puis, surtout, on peut donner du contenu en amont des cours. C'est-à-dire que ces différents supports nous ont permis de faire ça, de donner du contenu en amont d'un cours, d'arriver avec peut-être des contenus, que ce soit en vidéo, en podcast. Avant, évidemment, on avait des livres, des articles. On les a toujours, heureusement. Mais l'idée, c'est d'avoir différents supports, de pouvoir peut-être intégrer, lire des concepts, écouter des concepts avant le cours, d'avoir le temps de les assimiler et du coup, pendant le cours, d'être déjà prêt à poser des questions et peut-être particulièrement pour des participants qui sont déjà dans le monde du travail, de faire le lien avec leur quotidien du monde du travail et de poser des questions qui sont beaucoup plus pertinentes pour eux pendant le cours. Est-ce qu'il y a des matières où c'est plus difficile que d'autres, des matières où ça coince? Je vais vous donner un exemple. Je suis moi-même professeure dans une école où je donne des formations de prise de parole en public. On peut imaginer que c'est assez compliqué à distance comme matière. Il faut effectivement trouver les ruses. On est à la limite du possible. Est-ce que vous avez rencontré ces limites-là où vous vous êtes dit là, non? Alors, en fait, pour moi, la limite n'a pas tant été sur le contenu des cours eux-mêmes. Quand on est à HEC, voilà, je pense que l'intégralité de nos professeurs, que ce soit des cours de finance, de stratégie, de marketing, de leadership, ont réussi à trouver les solutions pour leur contenu pédagogique, même si c'était une forte remise en question, parce qu'encore une fois, ne serait-ce que quelques semaines avant, pour certains, ils ressentaient ça comme quelque chose d'impossible. Ouais. Néanmoins, ça a été possible. Par contre, je pense qu'il y a un frein qu'on a encore et pour lesquels les solutions sont encore à trouver, c'est tout l'aspect networking. C'est-à-dire qu'un cours, c'est effectivement un cours, on est en amphi ou en petit groupe, on discute avec des étudiants avec un groupe, mais on a aussi toutes les interactions qu'on appelle de networking qui vont être beaucoup plus un à un, on parle avec une personne. Effectivement, en ligne, c'est beaucoup plus difficile. La pause café, on ne peut pas la faire avec une personne. Leurs petites questions où ils ont plus envie d'être en individualité, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, puis il y a tout ce qu'il y a extra-cours. La vie du campus, c'est extrêmement important. La fête, les clubs, le sport, tout ce qui fait partie aussi de la culture d'une grande école. Qu'est-ce qu'ils vous disent, du coup, les étudiants aujourd'hui? Ils vous disent, on a hâte de se retrouver? Alors forcément, ils ont hâte de se retrouver, ils ont hâte de reprendre une vie de campus parce que, comme vous le dites très bien, là, je pense qu'une expérience dans une école comme HEC, ça se limite évidemment pas aux cours. C'est aussi toute la vie extra cours qu'ils ont, les associations, toutes les activités festives ou très sérieuses d'ailleurs qu'ils peuvent avoir dans différentes associations, y compris en dehors du campus, c'est-à-dire on a plein d'associations qui sortent du campus, qui aident des personnes
personne, etc., ce qu'ils ne peuvent pas faire Il n'y aujourd'hui. a pas eu d'initiative pendant le confinement pour qu'ils se sont mis ensemble sous des plateformes ou autres? Ils ont lancé des initiatives ou pas? Donc, ils ont gardé ces initiatives. Forcément, les outils qu'on a adoptés pour les cours, ils les adoptent aussi en dehors des cours. D'accord. Donc, il se passe évidemment beaucoup de choses, mais néanmoins, ça reste pas la même chose que leur vie de campus. Et on essaye de les aider à trouver des façons de faire ça le mieux possible quand même. Alors, on n'est pas encore tout à fait au bout et aujourd'hui, vous êtes sur ces formats qui vont être hybrides pendant un bon moment. Mais si on se tourne vers l'avenir, est-ce que cette expérience ne vous a pas fait réfléchir sur la démocratisation du savoir, à savoir que cet outil, il vous permet d'atteindre d'autres populations, d'autres zones géographiques, tout le temps, de partout. Et est-ce qu'on ne se dit pas finalement, l'école de l'avenir, c'est ça? Alors, démocratisation, certainement, dans la capacité, à partir du moment où on est en ligne, c'est vrai que la question de se poser à qui on limite la session dans laquelle on est se pose. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne peut pas ouvrir beaucoup plus généralement? Je pense qu'à HEC, on a quand même un critère qui est important dans nos programmes, c'est la sélectivité de nos programmes et la sélection des personnes qui vont être dans les programmes. Et ce que certains pourraient appeler de l'élitisme quand ils parlent des grandes écoles. C'est bien pour ça que je pose cette question. Tout à fait. Et la sélection, néanmoins, nous la conservons. Et d'ailleurs, on voit que toutes les universités américaines qui sont passées au 100% online très tôt en disant que ce serait toute cette année scolaire, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de l'hybride comme nous, auraient pu avoir la tentation d'ouvrir leur programme à un très grand nombre. Ils ne l'ont pas fait et je pense que ça fait partie effectivement de la qualité du diplôme derrière, de ne pas se dire voilà, tout le monde y a accès, de garder une certaine sélection. Néanmoins, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut quand même se dire finalement cet accès au contenu, on peut quand même l'ouvrir. Et d'ailleurs, on a vu que toutes les écoles cette année ont fait énormément de podcasts, de webinars qui ont permis de mettre à disposition du contenu à une audience extrêmement large, ce qu'on ne faisait pas forcément dans cette dimension-là auparavant. Et ce que vous voulez, c'est garder tout de même la valeur du diplôme. Et est-ce que du coup, le diplôme 2020 aura la même valeur ? Alors, j'espère bien qu'il aura la même valeur. J'espère bien que on a réussi en fait à permettre à nos étudiants d'avoir une scolarité, une continuité pédagogique qui était notre promesse. Et j'ai l'impression qu'on a quand même réussi ce défi-là et j'espère qu'on va continuer. Donc vous nous le disiez, peut-être plus de cours online, plus de MOOC, peut-être plus de contenu qui serait ouvert à nous tous, à vous tous. Il y a des projets là en gestation? Il y a beaucoup de projets, effectivement. Je pense sincèrement que la vie post-pandémie ne sera pas forcément la même qu'auparavant, qu'on va continuer qu'on a pris des habitudes, en fait, y compris en termes d'apprentissage, qu'on va probablement conserver. Et je pense que c'est aussi notre mission de savoir adapter nos contenus à ces nouveaux usages, à ces nouvelles habitudes. Et ça voudra sûrement dire beaucoup plus de contenu online. Mais heureusement, on a des professeurs aussi beaucoup plus préparés à les produire. Et donc, du coup, on va certainement avoir beaucoup plus de facilité à le faire qu'on en avait précédemment. Merci infiniment, Anne Michaud, d'être venue nous raconter cette bascule digitale d'une grande école comme HEC. On se rend compte en vous écoutant que, comme dans beaucoup de secteurs, plus rien ne sera exactement comme avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui vont rester, notamment la façon d'apprendre chez les professeurs, évolution culturelle, nouveaux usages, nouveaux outils, comme vous le disiez, et surtout nouveaux contenus qui vont sans doute être plus ouverts et plus accessibles à un plus grand nombre. Merci infiniment. Merci beaucoup. Oui, ça continue maintenant et tout le temps. Quand vous voulez, abonnez-vous à Way sur la chaîne YouTube de Salesforce. Vous y retrouverez tous nos chroniqueurs, tous nos invités. Activez la petite cloche et dites-nous ce que vous en pensez. Nous lisons vos messages et nous les prenons en compte. Rejoignez-nous sur Way.